HPL 1890-1991. Howard Phillips Lovecraft vient de mourir à l'âge de 101 ans. Il était l'un des plus grands écrivains de science-fiction, mais aussi le plus méconnu parmi les grands, peut-être, parce qu'il conserva toute sa vie une image d'auteur de textes d'horreur peu compatible avec le statut de géant de la SF. Il sut pourtant se hisser parfois au niveau d'un Heinlein ou d'un Sturgeon, et il est difficile d'imaginer ce qu'aurait été l'évolution du genre sans sa présence occulte, mais incontournable. Lovecraft naquit le 20 août 1890 à Providence, une ville de Rhode Island. Son père, Winfield Scott Lovecraft, mourut en 1898 et sa mère, Sarah Phillips, qui souffrait de troubles mentaux en 1921. Il passa son enfance dans la maison de son grand-père maternel, que sa mère et lui durent quitter en 1904, à la mort de celui-ci. Enfant solitaire, il se prit très tôt de passion pour les livres. Son premier proto-fanzine date de 1899. Il avait une quinzaine d'années lorsqu'il écrivit ses premiers textes de fiction, baignant le plus souvent dans une ambiance fantastique. Il s'interrompit pendant 8 ans avant de reprendre la plume en 1917 avec The Tomb. En 1922, il commença à correspondre avec Frank Belknap Long Jr., donnant un coup d'envoi à ce qui peut être le plus long échange épistolaire de l'histoire de la littérature, puisque la dernière lettre expédiée à Long par Lovecraft date d'une semaine avant la mort de celui-ci. En 1924, il refusa de devenir rédacteur en chef de Weird Tales, alors qu'il venait d'épouser Sonia Ash Green, de 7 ans plus âgée que lui. Ils divorcèrent au début des années 30, mais leur séparation, qu'il avait semble-t-il désirée, date de 1926. Cette même année, il acheva Supernatural Horror in Literature, une étude qu'il devait reprendre et compléter en 1962. Cette première version lui demanda 8 mois de travail non rémunéré, puisqu'elle devait être publiée dans un fanzine. À cette époque, Lovecraft n'attachait pas beaucoup d'importance au fait d'être payé. Amateur dans l'âme, il devait commencer à considérer les choses sous un autre angle qu'à partir du milieu des années 30, lorsque des ennuis d'argent consécutifs à une opération le mirent au pied du mur. Qu'il eût refusé de diriger Weird Tales ne l'empêchait pas de continuer d'y publier, comme il le faisait depuis 1923. Dans les pages de ce pulp aujourd'hui légendaire, parurent de petits bijoux comme The Music of Eric Zahn, The Outsider, Pixman Model ou The Silver Key, tandis qu'Amazing Stories, alors dirigé par Hugo Gensbach, l'accueillait avec The Color Out of Space. Tous ces textes ont fort bien survécu à l'épreuve du temps, et il est dommage qu'en dehors de Pixman's Model, abondamment repris en anthologie aux États-Unis, aucun d'eux ne soit disponible pour le lecteur des années 90. Un aspect peu connu de Lovecraft est son activité de nègre. Refusant de devenir un auteur professionnel, qui, selon ses termes, épuise sa propre personnalité à force de se soumettre servilement aux demandes infantiles et artificielles d'un troupeau d'ignorants, il préférait retoucher, parfois réécrire de bout en bout, les récits d'autres personnes, sans en tirer d'autres crédits que financiers. Lorsqu'on évoquait ce sujet devant lui, Lovecraft prétendait ne plus se souvenir des noms de ceux et celles avec qui il avait ainsi collaboré. Mais Robert Bloch, qui fut l'un de ses innombrables correspondants, assure qu'il lui avait confié s'être chargé de la mise en forme de Imprisoned with the Pharaohs de Harry Houdini, et qu'il aurait certainement continué à travailler pour l'illusionniste si celui-ci n'avait pas disparu peu après. D'après les calculs de Hell Sprague de Camp, qui vient d'achever une biographie de Lovecraft, les révisions effectuées par celui-ci dans les années 30 lui rapportaient environ $1000 par an, tandis que les revenus de ses propres textes ne dépassèrent guère le tiers de cette somme. En 1931, le refus de At the Mountains of Madness par Fanworth White, le rédacteur en chef de Weird Tales,
faillit inciter Lovecraft à renoncer à l'écriture. Mais il était ainsi fait que s'il se refusait à écrire pour vivre, il ne pouvait vivre sans écrire. Et la fin de l'année le vit rédiger The Shadow over Innsmouth, une longue nouvelle mêlant épouvante et weird science. Alors que les premiers textes de Lovecraft relevaient du fantastique, mais d'un fantastique matérialiste, son œuvre prit un tour de plus en plus science-fictif. Parallèlement, il renonça à certaines croyances pseudo-scientifiques, comme ces théories racistes qu'il professait jusque dans les années 30. Ce fut certainement un admirateur d'Hitler, à ses débuts, mais il ne tarda pas à changer d'avis pour devenir progressivement le vieux gentleman trop à gauche, que Heinlein devait apostropher à la fin de la guerre. Avec le recul du temps, il peut paraître surprenant que Lovecraft se soit laissé charmer par les sirènes du nazisme, mais l'examen de son abondante correspondance, qui ne fait que commencer, a mis au jour la xénophobie qui était sienne avant son revirement politique. Il fut également l'un des membres fondateurs du fandom naissant, correspondant avec de nombreux fans et auteurs, dont bon nombre ne juraient que par lui. Son érudition les impressionnait autant que ses textes les faisaient frissonner. Il devint ainsi l'ami de Robert Bloch, Robert E. Howard, Henry Kattner, Clark Ashton Smith, E. Hoffman Price, Robert Barlow, Auguste Derleth, Donald A. Volay, etc. Julius Schwartz, qui éditait un fanzine intitulé The Fantasy Magazine, avait eu l'idée de faire écrire un round robin par 5 auteurs différents. Lovecraft venait en 3e position après Catherine Elmour et Abraham Merritt. Le manuscrit lui fut envoyé en Floride, où il séjournait chez les Barlow, et il rédigea sa partie pendant son voyage de retour. Tandis que je relisais mon texte attendant mon train à la gare de Charleston, il se produisit un événement sur la signification duquel je reste encore à m'interroger. Un individu dont je n'avais pas remarqué la présence s'assit à côté de moi et me dit d'une voix claire et distincte, dans laquelle entrait une indéfinissable pointe d'accent grec ou peut-être suédois, « Attendez un peu de voir ce qu'Howard en fera. » Un instant, un court instant, je fus saisi d'un frisson glacé, comme ceux qui privent mes personnages de leurs moyens face à l'indicible et l'inexprimable. Je levai les yeux vers cet inconnu et luttant contre le vertige qui m'avait envahi, je lui répondis que Vaughn pouvait compter sur Howard pour donner à cette modeste nouvelle collective un aspect épique. Il rit et murmura que je ne serais pas déçu. Puis il s'inclina et prit congé. Je le regardais quitter la salle d'attente avant de reporter mon attention sur le manuscrit. Toutefois, je ne parvenais pas à me concentrer. Comment cet homme pouvait-il savoir que Robert Howard devait prendre ma suite? J'en suis encore à me le demander. Quand parut The Challenge from Beyond, Lovecraft se trouvait à l'hôpital Providence, où l'on venait de l'opérer d'un cancer des intestins, heureusement assez peu avancé pour que le pronostic fût favorable. Il semblerait que des douleurs subites l'aient incité à se faire examiner à la fin de l'été 1935. Lorsqu'il en sortit, affaibli, il se retrouva dans une situation financière catastrophique, ayant dû en effet sérieusement écorner son capital pour payer l'opération. Par chance, F. Orlin Tremaine, qui dirigeait Astounding Stories, lui acheta 2 textes coup sur coup, At the Mountains of Madness et The Shadow Out of Time. Dès lors, Julius Schwartz, qui avait placé le premier, le second l'ayant été par Donald Wandrei, devint l'agent attitré de Lovecraft et le resta jusqu'au début des années 60. En avril 1936 eut lieu la fameuse rencontre avec Robert E. Howard. Les 2 hommes qui avaient beaucoup correspondu ne s'étaient encore jamais vus. Quoique fort dissemblables, ils s'apprécièrent beaucoup. Ils songèrent même à écrire un texte en collaboration. Mais le suicide de Howard, en juin de la même année, mit fin à ce projet. Si Lovecraft en fut très affecté, cela n'eut aucun effet négatif sur sa production en augmentation constante. Criblé de dettes, le chantre de l'amateurisme était en train de devenir, sans s'en rendre compte, un véritable professionnel de l'écriture. Son nom était apparu 4 fois dans Astounding, lorsque Tremaine
fut remplacé par John W. Campbell. La légende veut que la première nouvelle qui tomba sous les yeux de celui-ci fut Beyond the Wall of Sleep, qu'il acheta et publia d'enthousiasme. Lovecraft devait dès lors devenir un pilier d'Astounding, y faisant paraître 32 textes entre 1938 et 1950, date de sa célèbre colère contre Campbell. Il fut également invité à la première convention mondiale qui se tint à New York en juillet 1939. Je crois que c'est à New York que la toute jeune génération d'écrivains de SF a découvert Lovecraft. Jusque-là, il n'était pour nous qu'un transfuge de Weird Tales que John Campbell s'obstinait à inscrire à son sommaire en dépit des avis plutôt défavorables des lecteurs. Il est vrai qu'avec son style fleurambon le XVIIIe siècle et ses histoires d'épouvante, il avait quelque chose d'anachronique. Mais ce qui lui était surtout reproché, c'était de ne pas être assez positif. Le discours qu'il tint à la Convention prouva, si besoin était, qu'il possédait un esprit tout à fait progressiste et la parution d'Anxious Color ne fit que le confirmer. La nouvelle en question, qui compte la découverte d'un curieux artefact d'origine extraterrestre, prenait en effet totalement le virage de la SF. De plus, Lovecraft y délaissait pour la première fois la thématique de l'engloutissement, qui avait jusque-là constitué l'ossature et la substance de ses textes. Non seulement son héros ne perdait pas conscience face à l'indicible, pas plus qu'il ne devenait fou en affrontant l'épouvantable vérité, mais en outre, il y mettait en échec, quoique involontairement, un avatar de Nyarlathotep. Anxious Color atteignit la 2e place dans la rubrique The Analytical Laboratory, juste derrière la première publication d'un débutant nommé Theodore Sturgeon, et elle valut à son auteur une longue lettre de félicitations signée Nat Schachner. Certainement son plus grand succès de l'âge d'or, elle fut abondamment reprise en anthologie. Quant aux quelques textes qu'il publia dans Unknown, il s'agissait en général de nouvelles écrites bien des années plus tôt, à l'époque où il hésitait entre la SF et le fantastique. Tout au long des années 40, Lovecraft constitua une figure centrale du fandom. Trop âgé pour être incorporé ou même songer à s'engager, lorsque la guerre éclata, il entretint une correspondance frénétique avec bon nombre de jeunes écrivains appelés sous les drapeaux, les exhortant à vaincre le nazisme qu'il avait pris en horreur. Plus je vois ce que fait cet Hitler, plus le vieux gentleman que je suis se demande par quelle aberration, par quel aveuglement, par quelle sottise il a pu encenser jadis cet homme. J'ai professé autrefois des théories que l'on peut qualifier de racistes, que je cherchais à justifier scientifiquement. The Shadow over Innsmouth, écrite au début de la décennie précédente, illustre cette fâcheuse tendance de ma personnalité d'alors. Il n'existe ni race supérieure ni race inférieure, et ceux qui prétendent le contraire sont des imbéciles et des criminels. J'en veux pour preuve que tous les authentiques savants ont fui l'Allemagne, n'y laissant que des charlatans plus avides de pouvoir que de connaissances. Il participait à sa manière à l'effort de guerre, et fut enchanté de recevoir un matin de février 1944 la visite de 2 agents de l'OSS, venus lui demander qui lui avait fourni les renseignements nécessaires à l'écriture de sa nouvelle The Killing Light, parue au début du mois dans Astounding, renseignements que le contre-espionnage considérait comme hautement confidentiels, puisque Lovecraft, sur la demande de Campbell, avait tout simplement décrit une bombe atomique. Il les accueillit avec une grande affabilité et les noya sous un tel flot de paroles qu'ils durent repartir convaincus qu'ils avaient eu affaire à un fou. Sans doute ne comprirent-ils pas la moitié de ce qu'il leur dit. Il leur montra les schémas, les diagrammes, sortit d'un placard une pile entière de revues scientifiques, leur exposa la théorie de la relativité générale, et au fur et à mesure qu'il parlait, il s'échauffait, s'enthousiasmait comme à son habitude. L'affaire n'eut pas de suite, mais en juin de l'année suivante, alors que Campbell triomphait, proclamant la victoire de la SF prédictive, ce fut un Lovecraft accablé qui écrivit « Le vieux gentleman éprouve une profonde lassitude et une inquiétude légitime à l'idée
que ce qui n'était hier encore que quelques mots sur du papier de médiocre qualité constitue à présent une menace pour l'humanité tout entière. Je ne sais si je pourrai un jour accepter ou même comprendre le crime commis par mon pays au nom de la paix. En 1947, un référendum fut organisé au sein du fandom pour déterminer les 10 titres les plus appréciés par ses membres. Anxious Color arriva en deuxième position, juste derrière Slan, de Van Vogt. Mais si les fans se délectaient de Lovecraft, il n'en était pas de même des lecteurs en général rebutés par le manque de dialogue et le style volontairement archaïque de la plupart de ses textes. Le recueil, Anxious Color and Other Horrifying SF Stories, publié par Auguste Derleth, en tant que premier titre de sa maison d'édition Arkham House, se vendit si mal qu'il sonna du même coup le glas de celle-ci. Quant aux tripatouillages indignes, véritable trahison de la lettre sinon de l'esprit que Derleth avait fait subir à plusieurs textes dont il avait supprimé certains aspects scientifiques et techniques afin de leur donner une coloration plus fantastique, brisèrent à jamais son amitié avec Lovecraft, lequel en outre n'avait guère goûté de voir son nom orthographié Lovercraft sur la couverture. La fameuse polémique qui opposa celui-ci à Robert Heinlein commença avec la publication, l'année suivante, de la version roman de Beyond the Horizon. Notre Constitution garantit aux citoyens le droit de posséder une arme pour se défendre. Mais lorsque M. Heinlein décrit une société où les individus qui ne sont pas armés doivent s'effacer devant ceux qui le sont, il ne fait rien d'autre que de justifier la création d'une catégorie de sous-hommes s'inspirant en cela des théories de sinistre mémoire que d'aucuns soutenaient naguère de l'autre côté de l'Atlantique. Heinlein n'apprécia nullement d'être comparé aux nazis et répondit aussi durement. Sans doute M. Lovecraft préférerait-il en effet un État où le port d'une arme est réservé aux forces gouvernementales, un État où le citoyen doit courber l'échine devant un pouvoir dictatorial, ne tolérant aucune liberté. Quant à Campbell, il prit la défense de son auteur vedette, mais continua néanmoins à publier les textes que Lovecraft lui envoyait. De cette époque date Gossamer Wings, son second roman. Le premier, The Case of Charles Dexter Ward, devait demeurer inédit jusqu'au début des années 70. Gossamer Wings est une dystopie cauchemardesque dont la parenté avec 1984 a quelque chose d'hallucinant. Là où Orwell écrivit « Si vous désirez une image de l'avenir, imaginez une botte piétinant un visage humain éternellement », Lovecraft sut se montrer tout aussi froid et lucide. Cette société ne sait faire qu'une chose, écraser, éradiquer, broyer, détruire, abattre toute velléité de résistance. Et si vous croyez en une justice, détrompez-vous. Il n'est point de salut pour quiconque en dehors de la conformité. L'apparition de Dianetics, The Evolution of a Science, le célèbre article de Ron Hubbard, décrivait pour la première fois sa non-fameuse pseudo-science, irrita le côté profondément rationnel de Lovecraft, dont les relations de plus en plus tendues avec Campbell n'arrangeaient rien à l'affaire. Soudain gagné par un désir de satire qu'il n'avait pas éprouvé depuis sa charge adolescente contre l'astrologie, il écrivit en une nuit Diurétique, The Devolution of a Fiction, où il ridiculisait Hubbard, qui le prit fort mal. La réaction de Campbell fut pire encore. Dès qu'il eut pris connaissance du pamphlet de Lovecraft, il lui retourna tous ses textes et le pria de ne plus jamais lui proposer quoi que ce fût. Parmi les nombreux témoignages de sympathie et d'encouragement reçus à cette occasion, signalons une lettre d'un aspirant écrivain nommé Philip K. Dick. Lovecraft lui répondit, comme il le faisait toujours, et leur correspondance devait durer jusqu'au décès de Dick au mois de mars 1982. Le texte qu'ils écrivirent en commun, quelques années plus tard, Voices Green and Purple, est certainement l'un des plus curieux de toute l'histoire de la SF, avec ses créatures vivant sur plusieurs plans de réalité différents et ses vers du réel, forant des passages entre les probabilités. Que la porte d'Astounding lui fût désormais fermée n'inquiéta guère Lovecraft, car le marché de la SF était alors en pleine expansion.
Il venait d'ailleurs de vendre 2 textes au magazine of Fantasy and Science Fiction, dont le premier à paraître, It's About Time, mérite que l'on s'y attarde. C'est à première vue une histoire fort conventionnelle de voyage temporel et d'univers parallèle, avec visiteurs venus du futur pour infléchir le cours de l'histoire, ou dans ce cas précis, la destinée d'un individu. Un habitant de l'an 2370, nommé Joseph Edward, a en effet volé une machine temporelle pour éviter à un peintre du XXIe siècle, dont il adore les tableaux, de mourir dans un accident à l'âge de 28 ans. Sa seule motivation est le désir de voir comment l'artiste en question aurait évolué s'il avait vécu plus longtemps. La satisfaction esthétique qu'il en tire constitue sa seule récompense. Il est à noter que ce texte comporte une quantité inhabituelle de dialogues. Galaxy également accueillit Lovecraft, et ce dès son premier numéro avec le superbe Keeper of the Keys que Frédéric Paul tenait pour l'une des meilleures nouvelles jamais écrites sur les aberrations de la perception. Mais Unexperimented Terror, publié en 3 livraisons d'avril à juin 1953, suscita un véritable déchaînement d'enthousiasme de la part des lecteurs comme de la critique. Mais lorsqu'un éditeur de livres de poche offrit d'éditer le roman, Lovecraft refusa sa proposition. Je trouve ce support vulgaire et méprisable. Certes, il permet au plus grand nombre d'entrer en contact à peu de frais avec les grands chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Mais il contribue en général à propager pornographie et violence. Ma réserve naturelle me pousse à m'en tenir à l'écart. Ma situation financière me permet de le faire aisément puisque, non content d'avoir fort bien gagné ma vie, je dispose également de l'héritage laissé par ma tante. Je ne vois donc aucune raison de prostituer mon œuvre. Au début de l'année 1954, Lovecraft fut convoqué devant une commission d'enquête présidée par le sénateur McCarthy. Soupçonné de sympathie pour le communisme, il traita par le mépris ses accusateurs, ne réalisant visiblement pas qu'il ne faisait qu'aggraver son cas. Je ne comprends pas comment l'on peut accuser le descendant de l'une des plus vieilles familles de la côte Est d'activité anti-américaine. J'ai toujours aimé et respecté mon pays, qui puise sa force dans la démocratie et la liberté accordée à ses habitants. Je me refuse à accepter que l'on contrôle mes pensées, que l'on m'interdise certaines opinions. Bon, je ne suis pas communiste, ni même sympathisant du communisme, mais lorsque je vois comment l'on traite les marxistes en ce moment, je ne peux qu'éprouver une vigoureuse indignation à l'idée de la manière dont le pays de la liberté bafoue leurs droits. Un tel discours relevait de l'inconscience la plus totale. D'autres, dans le monde du cinéma notamment, furent condamnés et privés de travail pour bien moins que cela. Malgré son intransigeance et la dureté de ses paroles, Lovecraft échappa à la chasse aux sorcières. Il garda cependant un souvenir douloureux de cet épisode, que l'on retrouve transfiguré dans plusieurs textes de la fin des années 50. May the Circle Remain Unbroken et Long Day's Flight, tous deux publiés dans FNSF, constituent 2 charges virulentes contre ce qu'il appelait la tentation totalitaire. Le premier mettait d'ailleurs en scène un personnage qui ressemblait fort à Robert Heinlein, dans le rôle du cruel inquisiteur. Un détail amusant, avec le recul du temps, quand on sait que ce fut vraisemblablement le témoignage fait par Heinlein en faveur de Lovecraft devant la commission, qui évita à celui-ci d'être jeté en prison. On me demanda si je pensais qu'il, H.P. Lovecraft, avait des contacts avec des agents communistes. Et je répondis que non. L'homme qui avait écrit Gossamer Wings ne pouvait en aucun cas être accusé de céder au chant des sirènes moscovites. Le lancement par les soviétiques du premier Spoutnik surprit Lovecraft, qui avait abondamment encensé la lucidité dont James Gunn fait preuve en partant du principe que seule l'union de tous les pays de la Terre, ou du moins de tous les pays industrialisés, permettra de réunir les moyens suffisants pour envoyer des hommes dans l'espace. Il fut tout aussi étonné par la publication dans Galaxy du roman de Fritz Leiber, The Big Time, qui lui parut décousu et sans grand intérêt pour l'amateur de SF, bien qu'il y ait dans ces pages comme une vision philosophique sous-jacente tout à fait originale. En 1959, la parution de Starship Troopers de Robert Heinlein lui donna une nouvelle occasion de s'en prendre à son vieil ennemi.
La démocratie conditionnelle dépeinte de façon positive dans le roman en question semblait à Lovecraft un pas supplémentaire vers le totalitarisme et la dictature. Lorsque Starship Troopers obtint le Hugo l'année suivante, le vieux gentleman jura qu'il ne remettrait plus jamais les pieds dans une convention. Il devait se tenir à ses décisions jusqu'à sa mort, bien qu'il se fût réconcilié avec Heinlein au milieu des années 60, après la publication de The Moon is the Arch-Mistress, qui tenait pour l'un des ouvrages les plus réalistes quant à l'avenir qui nous attend après la fin de la guerre froide. Mais les deux hommes s'opposèrent à nouveau sur la question du Vietnam, Lovecraft s'étant rangé dans le camp des adversaires de l'intervention américaine. Cette période marque aussi une baisse de production notable. Entre 1957 et 1969, il n'écrivit que 7 textes, dont 2 romans. Spider in the Fly, publié en 3 parties dans FNSF, fut mal accueilli par les lecteurs, qui n'y voyaient qu'une banale histoire d'épouvante. Mais 5 Years Ahead of His Time parut directement en volume chez Bantam. À la fin de 1965, fut couronné l'année suivante par le prix Hugo. L'histoire de cet homme à qui un mystérieux étranger au visage masqué propose un traitement de longue vie est en effet l'un des récits les plus passionnants et énigmatiques de Lovecraft, qui a su merveilleusement exploiter les conséquences du don de précognition allant de pair avec l'allongement de l'espérance de vie du personnage principal. En 1967, Lovecraft reçut une étrange visite. Un certain Bill Trout, membre du comité directeur de Danwich Records, vint le trouver pour lui demander l'autorisation d'utiliser son nom pour baptiser un groupe de rock dont il s'occupait et qui devait sortir un album comportant une adaptation musicale de The White Sheep. Le vieil homme, ne disposant pas d'un électrophone, Trout courut au magasin le plus proche pour lui en acheter un et il fit écouter la matrice qu'il avait apportée. Ainsi, c'est cette chose étrange que Von nomme rock psychédélique. J'avoue avoir été tout à la fois profondément irrité et quelque peu intrigué par cette musique. J'ose à peine employer ce mot. Quand le plateau de l'électrophone cessa de tourner à la fin de la première face, je me tournai vers ce Trout dans l'intervention de lui, signifier mon refus. Cependant, la folle lueur d'espoir que je vis dans ses yeux et la formidable tension qui habitait tout son corps me dissuadèrent de le faire. Et c'est d'une voix quelque peu étranglée que le vieux gentleman s'entendit répondre qu'il était flatté de cet honneur et qu'il acceptait bien volontiers de prêter son patronyme à ce qu'il fallait bien appeler une expérience musicale. Le premier album du groupe, simplement intitulé H.P. Lovecraft, sortit peu après sous une étrange pochette constituée d'un collage de feuilles mortes et de dessins colorés avec une photographie en noir et blanc du groupe. Lovecraft disait beaucoup apprécier cette illustration, pourtant fort éloignée de ses goûts habituels en matière d'art graphique. Par contre, les violentes couleurs primaires de At the Mountains of Madness lui déplurent fortement, de même que les allusions à peine cachées au LSD qui parsemaient le disque. Il écrivit donc à Trout pour lui demander de changer le nom du groupe et apprit par retour du courrier que celui-ci venait d'éclater. Cette époque eut 2 conséquences importantes. Le nom de Howard Phillips Lovecraft devint connu d'une grande partie de la jeunesse américaine issue du baby-boom, et le fait de disposer d'un électrophone éveilla son intérêt pour la musique. En quelques mois, oubliant ses vieux principes d'économie, il acheta plusieurs dizaines de disques, essentiellement des compositeurs du XVIIe et XVIIIe siècle, mais aussi un peu de jazz et plusieurs albums de Frank Sinatra. Sa correspondance devint constellée de considérations musicales, parfois surprenantes, comme cet avis qu'il exprime au sujet du saxophoniste Art Pepper. « Si je n'étais pas aussi âgé, je crois que j'aimerais aller dans l'une de ces caves enfumées et peuplées de beatniks de Greenwich Village pour écouter le son déchirant de son instrument. Pepper exprime mieux que quiconque les douleurs intérieures qui torturent l'homme. Il y a en lui du Mozart et du Purcell. » Le début des années 70 vit Lovecraft écrire une quinzaine de nouvelles, pour la plupart assez longues, et 3 romans, dont l'un comptait près de 600 pages. Celui-ci, I Had Too Much to Dream Last Night,
dernier texte majeur de son auteur est en général considéré comme son chef-d'œuvre. Du point de vue de sa thématique, il constitue un retour en arrière de près d'un demi-siècle, à l'époque de Call of Cthulhu et de The Color Out of Space. Le narrateur, un étudiant en archéologie, découvre une mystérieuse ville souterraine datant de plusieurs millions d'années et dont les habitants disparus n'avaient rien d'humain. Après avoir perdu son chemin, il s'endort. D'étranges rêves hantent son esprit. À son réveil, il découvre que sa présence a tiré de leur torpeur des personnages aussi sympathiques que Shub-Niggurath, Nyarlathotep ou Cthulhu lui-même, ainsi qu'un certain nombre de grands anciens, natifs de Yugoth et autres monstres typiques de la première manière de l'auteur. Le narrateur réussit à s'enfuir aidé par de mystérieux humanoïdes félins. Première surprise, on assiste à quelques scènes d'affrontement entre les créatures venues du passé, qui rappellent plus Godzilla contre King Kong ou les aventures des Fantastic Four que Lovecraft. Pendant que Cthulhu et une immense entité rappelant un blob ravagent la ville de New York dans un combat spectaculaire, l'archéologue apprend que seul le Necronomicon lui permettra de débarrasser la planète des horreurs qu'il a accidentellement libérée. À l'issue d'une longue enquête dans un monde dévasté, il finit par découvrir le livre en question. Mais avant de le consulter, il avale une dose de neuroleptique qui, espère-t-il, le préservera de la folie envahissant ceux qui osent ouvrir le Necronomicon. De fait, il devient le premier homme, en dehors de son auteur, à en avoir pris connaissance en intégralité. Cet effort l'ayant épuisé, il s'endort d'un sommeil peuplé de rêves insensés. À son éveil, l'effet du médicament ayant cessé, la démence, que seuls les neuroleptiques maintenaient à distance, déferle sur l'esprit du narrateur. L'humanité sera détruite. On peut voir dans ce roman une réponse à Auguste Derlès, qui avait mis sur pied une théorie parfaitement délirante, selon laquelle Cthulhu et consorts étaient en fait des dieux. Il allait même plus loin en affirmant que Lovecraft était un genre d'ésotériste ou d'initié et que ses textes possédaient une interprétation occulte. Le plus étonnant n'était pas qu'il fût parvenu à se faire payer pour enseigner de telles fadaises dans diverses universités au cours des 30 dernières années, mais que suffisamment de personnes les eussent gobés pour constituer un petit noyau d'amateurs fanatiques, pour la plupart férus d'astrologie, de mysticisme bon marché et d'ésotérisme de pacotille. Jamais écrivain n'eut de public aussi éloigné de ce qu'il est lui-même. Robert Bloch m'a procuré l'un de ces fanzines qu'ils consacrent à ma modeste personne, du moins à la vision qu'ils en ont. Et j'ai eu du mal à croire ce que je lisais. L'un des articles prétend que je me suis livré à la magie noire pour vous empêcher d'être incorporé. Un autre assure que j'ai reçu l'initiation atlante dans une grotte sur les bords du Miskatonic. Comment peut-on écrire de telles sottises ? Si j'avais eu connaissance de ce genre de choses il y a 15 ou 20 ans, j'aurais pris ma plume pour adresser à ce torchon mon indignation la plus vengeresse. Mais je me fais vieux et ma main court sans cesse, plus lentement sur le papier. I had too much to dream last night, avec son souci méticuleux de fournir des explications scientifiques, tant en ce qui concerne la nature des monstres libérés que de la manière dont un livre peut rendre fou. Celui qui le lit ne laisse subsister aucune ambiguïté quant au matérialisme de Lovecraft, qui égratigne non sans virulence ce qu'il appelle le bazar du bizarre. Ce grand roman de SF horrifique connut un succès fort honorable et rapporta assez d'argent à Lovecraft pour que celui-ci n'ait plus le moindre souci à se faire jusqu'à sa mort. Il cessa donc d'écrire, du moins dans un but lucratif, et revint pour un temps à son premier amour, l'amateurisme militant. Son dernier texte, publié, fut « I Am a Living Sickness », qui parut dans Robert Heinlein SF Magazine au mois de juillet 1979. Lovecraft s'éteignit doucement durant les années 90. Il n'avait plus d'autre activité que sa correspondance et ne voyait plus grand monde hormis les quelques amis qui lui rendaient parfois visite. Mis à part quelques chroniques et courts poèmes destinés à des fanzines, le seul texte qu'il rédigea au cours de sa dernière décennie de vie fut un essai qu'il fit imprimer en 300 exemplaires pour le distribuer gratuitement à ses visiteurs. Pas si rare que cela puisqu'il ne lui restait plus que son exemplaire personnel au moment de sa mort,
intervenu le 17 septembre 1991 aux environs de minuit. À l'ouverture de son testament, on découvrit que, ne se connaissant aucun héritier, il léguait la totalité de ses biens à un nommé Joseph Edward, domicilié à Londres. Celui-ci s'avéra être un nourrisson né à l'heure même du décès de Lovecraft. Relayé par la presse à sensation, l'histoire fit en quelques jours le tour de la planète, avec des gros titres comme « Métampsychose transatlantique » ou « L'écrivain d'horreur se réincarne et devient son propre héritier ». À ce jour, nul n'a pu trouver d'autre explication que celle fort sujette à caution et à laquelle Lovecraft n'aurait certainement pas adhéré, avancée par les journaux. C'est sur cet ultime mystère que disparaît Howard Phillips Lovecraft, l'un des plus étranges écrivains de ce siècle. C'est à lui que je laisse le soin de conclure. Lorsque j'ai décidé de changer le passé en sauvant votre vie, je savais que je ne rentrerais jamais chez moi. Je me suis donc résigné à poursuivre mon existence à partir de cette époque, d'accompagner en temps réel ce nouvel univers que mon intervention a créé. C'est plus excitant ainsi, et cela me permettra de découvrir au fur et à mesure l'évolution de votre art. Je vous suivrai pas à pas, toile à toile, et lorsque vous mourrez, je rédigerai votre notice nécrologique avec la satisfaction du devoir accompli. Joseph Edward. HPL 1890-1991 est une nouvelle de Roland C. Wagner, extraite de Musique de l'énergie, nouvelle. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.